Le but de cette présentation, c'est de vous donner un aperçu de ce que c'est que la rééducation et de cette manière, eh bien, vous donner un aperçu le plus large possible pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Et puis, je vais vous proposer au cours de cet atelier de pratiquer une des activités que je pratique généralement en début de suivi selon la problématique de l'enfant ou de l'adulte, mais quand même une pratique que je fais régulièrement et que j'ai même pratiqué avec mes élèves en classe quand j'étais encore enseignant. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet avec la question de la parole. D'abord, je vais vous parler un petit peu de la parole et de la place de la parole dans l'apprentissage et pour que vous compreniez l'enjeu de la rééducation. Ça ne servira à rien de vous faire pratiquer des activités si vous n'avez pas en tête d'abord en arrière-plan le pourquoi du comment. Je vais vous parler de la pédagogie de la parole qui est le cœur de la rééducation. La pédagogie de la parole, je l'ai découverte en 2013. Je l'ai découverte d'abord en tant qu'enseignant et ça, pour moi, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses au niveau de la pédagogie puis d'aller vers d'autres pratiques. Et ensuite, en 2015, eh bien, c'est devenu un outil que j'ai intégré, à partir duquel j'ai construit de l'accompagnement individuel pour les enfants et adultes en difficulté d'apprentissage, avec des profils très, très variés, puisque ça peut être des fragilités scolaires, ça peut être des troubles reconnus, que ce soit des troubles d'apprentissage ou des troubles du comportement. Ça peut être aussi des déficiences intellectuelles. Et puis, vous allez comprendre quel est l'intérêt et pourquoi ça peut englober tous ces profils-là. Voilà. Alors, petite anecdote pour démarrer sur la pédagogie de la parole. Un jour, Elisabeth Mitz, dont je vais reparler rapidement tout à l'heure, qui a mis en place ce qu'elle appelle la logopédagogie, eh bien, elle a reçu dans son cabinet une petite fille qui est diagnostiquée dyslexique. Cette petite fille a un trouble bien ancré, elle a beaucoup de difficultés scolaires et du haut de ses 7 ans, eh bien, elle rencontre beaucoup d'obstacles dans son parcours. Madame Lutz va lui demander d'écrire le mot « député » sur une feuille. Et la petite fille va écrire le mot et voilà ce qu'elle écrit. Elle écrit ce mot-là, qui est censé être député, et c'est ce qu'elle a pu faire de mieux, le capter. Et dans la seconde qui suit, Madame Lutz lui dit « Ok, maintenant ce que je vais te demander, c'est d'écrire le mot député, tu vas l'écrire en parlant, en disant en même temps que tu écris, tu dis ce que tu écris. » Et voilà que la jeune fille prend son stylo et écrit le mot député. Donc, c'était la même personne, c'était le même instant, le même moment, et elle écrit d'abord le TEPT et ensuite elle écrit député. C'est de là qu'est parti les travaux d'Elisabeth Mitz, que moi j'ai découvert en 2013. Je me suis formé sur 2 ans avec elle, enfin sur 2 sessions avec elle. Et puis à partir de là, moi j'ai fait mon bout de chemin et j'ai été plus loin dans le fait de poser les fondements un petit peu des travaux qu'elle avait faits, notamment sur la place de la parole dans l'apprentissage. Donc je vous propose de découvrir un petit peu ce que c'est que la pédagogie de la parole. Elle part d'un principe que vous connaissez, je pense, c'est que nous avons 2 hémisphères et que ces hémisphères, eh bien, ils ont des fonctionnalités, des particularités qui leur sont propres. Ici, j'en mets quelques-unes, c'est pas exhaustif du tout, mais ça donne un petit aperçu. L'hémisphère gauche va permettre d'avoir un accès aux détails, à la logique, à l'effort aussi, au langage, etc. Il y a plein de fonctionnalités. Et puis en Brain Gym, pour ceux qui connaissent un petit peu le Brain Gym, qui connaissent l'organisation optimale, ben voilà, ce n'est pas des choses qui sont inconnues. Hémisphère gauche, hémisphère droit, avec aussi ses propres caractéristiques. La globalité, l'intuition, alors la créativité, je la mets de côté. Je fais exprès de le laisser pour à chaque fois l'évoquer, mais créativité, je la mets à part. L'émotion, l'artistique et la mémoire visuelle. Voilà, en quelques caractéristiques. Juste pourquoi est-ce que je mets la créativité de côté? C'est parce qu'à mon sens, la créativité n'est pas une faculté de l'hémisphère droit, mais bien une faculté qui résulte d'une bonne utilisation des 2 hémisphères et d'une bonne utilisation d'un bon va-et-vient de l'information entre les 2 hémisphères. La créativité, à mon sens, n'est pas le résultat d'une intuition, n'est pas seulement le résultat d'un aspect artistique, mais c'est aussi
ça sollicite aussi la logique, ça sollicite aussi le détail, ça sollicite aussi l'analyse, etc. Sinon, être créatif voudrait dire que ça se réduirait à quelque chose d'artistique purement, alors que ce n'est pas forcément le cas. Je ferme la parenthèse sur le côté créativité. En pédagogie de la parole, nous ne parlerons pas d'hémisphère gauche et d'hémisphère droit, nous parlerons d'hémisphère conscient pour les fonctionnalités qui sont associées traditionnellement à l'hémisphère gauche, et nous parlerons d'hémisphère intuitif pour les fonctionnalités qui sont associées traditionnellement à l'hémisphère droit. Si je me permets ce changement d'appellation, de nomenclature, c'est parce que la majorité des personnes ont les fonctionnalités dans l'hémisphère gauche, qui concernent l'hémisphère gauche là, tel qu'affiché, mais il arrive parfois que ces fonctionnalités se trouvent dans l'hémisphère droit d'un point de vue purement géographique. Donc, pour éviter ce genre de confusion, eh bien, on va non plus parler d'hémisphère gauche et d'hémisphère droit, mais on va parler d'hémisphère conscient avec les mêmes fonctionnalités et l'hémisphère intuitif avec les mêmes fonctionnalités. La seule chose que je dirais encore sur cette question d'hémisphère, c'est que nous savons aujourd'hui par les neurosciences que ce qui permet au potentiel de se développer d'un point de vue cognitif, c'est qu'il y a un bon va-et-vient entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, c'est-à-dire que l'information bascule bien à gauche et à droite. Et puis, pour ceux qui sont formés en Brain Gym, une fois de plus, c'est une notion que vous avez en tête, vous pensez peut-être à la latéralité, cette intelligence réflexive où on traite l'information et on fait en sorte que l'information soit traitée autant à gauche qu'à droite et qu'il y ait un bon va-et-vient entre les deux hémisphères. Ça, c'est par rapport aux hémisphères. Maintenant, si on parle d'hémisphères, il est intéressant de s'intéresser au constat sociétal que fait Ghislaine Wettstein-Badour, qui était pédiatre, parce qu'elle est décédée. Et Ghislaine Wettstein-Badour nous dit ceci: les enfants arrivent à l'âge de l'apprentissage, de l'écriture et de la lecture avec une dominance hémisphérique droite plus importante que celle des générations précédentes. Alors, il faut savoir que Ghislaine Wettstein-Badour était pédiatre et elle a consacré toute sa carrière de pédiatre pour les difficultés d'apprentissage. Et elle avait en plus la possibilité de travailler avec du matériel de pointe, puisqu'elle a travaillé avec l'imagerie médicale notamment. Et elle a observé justement qu'il y avait une évolution au niveau de la dominance hémisphérique droite. On ne parle pas ici de fonctionnement tel que de savoir est-ce que je suis plutôt hémisphère droit, hémisphère gauche. Ce n'est pas de ça dont je parle, dont elle parle en tout cas. C'est le fait que l'hémisphère droit soit plus actif chez les générations présentes, actuelles. Elle écrivait ça, c'était en 2010, donc c'est récent. Hein. On est toujours dans ces générations-là. Vous voyez, c'est intéressant déjà, c'est-à-dire que dans la société dans laquelle nous vivons, avec les générations que nous avons autour de nous, je pense aux enfants notamment, eh bien, gardons en tête qu'ils ont cette dominance hémisphérique droite, et moi je dirais plutôt cette dominance d'hémisphère intuitif plus importante. Maintenant, si on parle d'hémisphère, nous allons parler de circuits parce que pour qu'il y ait des hémisphères, il faut qu'il y ait des circuits neuronaux qui alimentent ces hémisphères, qui soient connectés à ces hémisphères et qui permettent à l'information d'arriver jusqu'à ces hémisphères. Et je vais vous proposer de découvrir peut-être pour certains le circuit de l'information d'un point de vue neurologique. D'un point de vue neurologique, on a forcément une perception. J'entends quelque chose, vous êtes en train de m'entendre, vous êtes en train de regarder un détail sur l'écran, de tenir un stylo, etc. Il y a une perception tactile, visuelle, auditive, etc. Olfactive, s'il y a des odeurs de cuisine encore à côté de vous, je ne sais. L'information arrive par cette perception. Admettons qu'on parle de la perception visuelle. La perception arrive dans le cerveau et puis elle va être traitée par différents types de circuits. Il existe des circuits qu'on appelle des circuits réflexes à commande externe. Ils vont donc mener à une action toute simple. Alors, on peut prendre par exemple l'exemple de la sonnette de la maison. Ça sonne à la maison, vous entendez, et là vous sollicitez vos circuits réflexes à commande externe, puisque sans même réfléchir, enfin il me semble, à moins que vous vous posiez la question, alors il y a un bruit, peut-être qu'il vient d'où, je vais réfléchir, quelqu'un a dû appuyer sur le bouton pour faire, non, vous n'êtes pas en train de réfléchir à tout ça, vous vous dites simplement qu'il faut aller ouvrir la porte. Ça s'appelle circuit réflexe à commande externe. Enfin, vous allez solliciter les circuits réflexes à commande externe au niveau de l'information cérébrale. Ça, c'est le premier type de circuit. Il faut juste avoir en tête aussi qu'ils se situent ils s'ancrent dans l'espace. Ils sont spatiaux.
On pourrait presque dire qu'ils sont spatio-visuels ou visio-spatiaux. Voilà pour le premier type de circuit. Il y en a un deuxième, ce qui est assez simple finalement. On a deux types de circuits. Le deuxième type de circuit, ce sont des circuits conscients à commande interne. Et ces circuits conscients à commande interne, eh bien, ils sont différents parce qu'ils s'inscrivent dans le temps. Donc, qui dit dans le temps, dit dans la durée. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en en activant ces circuits conscients, en empruntant ces circuits, l'information va pouvoir être sous-tendue par différentes facultés, telles que les liens logiques, telles que le sens, dans le sens de la réalité, de la mise en contexte, et puis le détail. Ces circuits vont aussi amener à l'action. Et je peux reprendre l'exemple de la sonnette. Si ça sonne chez vous, soit vous allez ouvrir, soit alors vous vous dites « Ah oui, c'est vrai, j'attendais un ami pour le café. Zut, je n'ai pas préparé le café. » Et là, vous avez sollicité un autre type de circuit, donc un autre hémisphère en fait, qui vous amène à une autre action. Peut-être qu'avant d'aller ouvrir la porte, vous allez aller allumer la cafetière ou l'eau chaude. Voilà. Information importante concernant ces circuits-là, ce type de circuit, c'est qu'ils sont 4 fois plus lents que les circuits réflexes. Ces circuits conscients à commande interne sont 4 fois plus lents que les circuits réflexes. Information très importante, nous y reviendrons. Enfin, je me permets de rajouter une petite séparation entre ces deux circuits par rapport à ce que j'ai évoqué juste avant, par rapport notamment aux hémisphères. Eh bien, on fait le lien avec les deux hémisphères. On a d'un côté l'hémisphère intuitif qui est alimenté par les circuits réflexes à commande externe. Ces circuits qui nous permettent d'entendre et puis d'agir de manière automatique, efficace. Voilà. Et puis, on a le circuit conscient à commande interne qui alimente l'hémisphère conscient, dans lequel on va pouvoir faire appel au lien logique, au sens et au détail. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? N'hésitez pas s'il y a une question, s'il y a quoi que ce soit. Sinon, je poursuis. On a vu le traitement de l'information, en fait, finalement, en termes de circuits, les circuits de l'information. Mais j'aimerais faire un petit détour sur l'importance des premiers circuits, c'est-à-dire la première fois que les circuits sont créés. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'au niveau du cerveau, quand l'enfant naît, entre 0 et 5 ans, il va à peu près construire, il va se créer environ 1 million de milliards de connexions neuronales. Il y a énormément de connexions neuronales qui se font chez l'enfant et Serge Laroche, qui est un neurologue, alerte sur l'importance, ou a travaillé sur l'importance des premiers circuits neuronaux, les premiers circuits qui sont construits. Et il dit ceci, c'est très intéressant, il dit que les circuits qui sont mis en place au cours d'un apprentissage tracent une voie que l'information va emprunter automatiquement par la suite. Donc ça veut dire que, c'est pour ça que j'ai mis d'ailleurs cette image, je vais y revenir juste avant, mais j'attends que tous ceux qui veulent prendre en note puissent prendre en note. Eh bien, il y a un chemin qui se crée, et une fois que le chemin est créé, l'information va réemprunter le même chemin. Le circuit électrique, parce que c'est de l'électricité, c'est un circuit électrique qu'on a au niveau de notre cerveau, va réemprunter le même chemin. Alors évidemment, ce n'est pas une fois qu'il crée un chemin. On sait qu'au niveau des connexions neuronales, c'est la définition d'ailleurs de la plasticité cérébrale. Je ne sais pas si vous avez en tête cette définition-là, mais la plasticité cérébrale, c'est quoi? C'est tout simplement un processus qui est continu et dynamique et qui permet de créer, de renforcer ou d'éliminer les connexions synaptiques. Voilà. Et comment? En fonction de la fréquence des activités, de l'exposition aux activités. Donc, parce que je pratique quelque chose plusieurs fois, il y a un chemin qui se crée. C'est comme dans la nature, c'est pour ça que j'ai mis cette image-là. Dans la nature, eh bien, il y a des marcheurs qui passent par un chemin. Petit à petit, le chemin se trace au sol, il est visible et on peut le réemprunter. C'est la même chose au niveau du cerveau. D'où l'importance des premiers circuits qui sont montés au cours d'un apprentissage. Les premiers circuits sont déterminants parce que les premiers circuits construits vont être ceux qui vont être empruntés systématiquement. Donc, si je parle par exemple de la lecture et de l'écriture, eh bien,
le circuit emprunté par les premières activités d'écriture ou de lecture, eh bien, vont créer le chemin, et ce qui fait qu'à chaque fois que l'enfant grandissant va se retrouver face à un mot, face à une phrase, donc une activité de lecture, à chaque fois, l'information va réemprunter le même chemin neuronal. Rappelez-vous, il y a deux chemins, on a deux types de chemins, et la question c'est finalement, qu'est-ce qu'on voudrait construire? Quel circuit nous voudrions construire pour les apprentissages? Pour la lecture, l'écriture, pour le calcul, pour le langage oral, même si le langage est un petit peu différent parce que c'est une prédisposition biologique, ce qui n'est pas le cas pour l'écriture et la lecture. Donc, quels sont les circuits qu'on voudrait construire? Est-ce qu'on veut des circuits qui sont plutôt tels que je l'ai mis ici? Est-ce qu'on veut plutôt des circuits, j'ai un petit peu grossi un peu trop, excusez-moi, voilà, des circuits qui vont être un réflexe, enfin qui vont emprunter qui vont être dits à réflexe, c'est-à-dire qui vont permettre d'arriver à l'action, mais de manière intuitive finalement, on pourrait dire. Ou est-ce que je vais plutôt souhaiter construire des circuits pour ce genre d'activité que j'ai évoqué en termes d'apprentissage, qui vont solliciter le lien, la logique, le sens, le détail, etc. Alors, si vous êtes enseignant, si vous êtes peut-être même professionnel de l'accompagnement des difficultés d'apprentissage, si vous êtes parent, vous vous rendez compte que ce qui manque à nos enfants, quel que soit l'âge d'ailleurs, qu'ils aient 7 ans, qu'ils aient 15 ans, 12 ans, ce qui manque bien souvent, c'est de faire des liens logiques, c'est de faire attention aux détails. Ah oui, tiens, il y a un S à la fin de mouton. Ah oui, dans le texte, l'auteur veut dire ça parce qu'il a aussi parlé de ça avant. Et puis dans le document d'histoire géo, la fiche, elle veut exprimer telle chose parce qu'il y a tel élément et tel élément. Et puis on peut les mettre en lien et comprendre que. Donc c'est tout l'accès à l'implicite, tout l'accès au sous-entendu. Enfin, on arrive vite à se mettre d'accord finalement quand on est entre enseignants, entre parents, enfin voilà, dès qu'on est entre adultes, pour dire que finalement les facultés que les enfants doivent, les enfants ou les facultés que sont sous-tendues par des apprentissages qui sont, on pourrait dire, conscients et non pas intuitifs. Donc, le circuit conscient, ça c'est important. Comment est-ce qu'on construit ce circuit conscient? Et on va arriver de cette manière à la fin de cette partie théorique, c'est de se poser la question quel est le facteur qui détermine l'emprunt d'un circuit plus qu'un autre. Si je vous remets chez l'enfant, qu'est-ce qui fait qu'on passe plutôt sur les circuits réflexes à commande externe ou plutôt pour les circuits conscients à commande interne? Il y a quelqu'un qui a un micro, merci de l'avoir écrit. Est-ce que la personne qui n'a pas désactivé son micro peut le faire, s'il vous plaît? Merci beaucoup, c'est pour éviter les bruits de feuilles notamment, on entend les bruits de feuilles, de crayons, tout ça. Donc, quel est le facteur? Eh bien, ce n'est pas pour rien que ça s'appelle la pédagogie de la parole. C'est parce que ce qui permet d'emprunter les circuits conscients à commande interne, c'est le fait de parler. En fait, quand l'apprenant, je dis bien, quand l'apprenant se parle, il sollicite ses circuits conscients. C'est-à-dire qu'il active, il sollicite l'hémisphère conscient et il sollicite les fonctionnalités de l'hémisphère conscient que j'ai présentées au début de cet atelier. Quand je parle, je bouge la mâchoire. Jusque-là, tout va bien. Vous me suivez. Eh bien, quand je bouge la mâchoire, les neurosens ont montré que mon nerf de Broca, qui se situe généralement dans l'hémisphère gauche, mais on va bien dans l'hémisphère gauche, c'est plus simple, eh bien, mon nerf de Broca est activé, qui est l'air du langage, qui est l'air qui va permettre de traiter le code acoustique et de pouvoir ensuite donner la possibilité aux aires du langage de traiter le code alphabétique. Donc, il y a tout un chemin qui se crée au niveau neuronal qui est important à comprendre pour pouvoir avoir une notion, une idée bien précise de l'impact de la parole, de la verbalisation, on devrait plutôt dire, de l'apprenant en situation d'apprentissage. Voilà pour la partie de la parole. Voilà pourquoi ça s'appelle la pédagogie de la parole. Et je reviens à cette question que j'avais posée tout à l'heure. En fait, est-ce qu'on peut
Est-ce qu'il y a des hémisphères qui peuvent être plus actifs qu'un autre? Oui, c'est ce qu'avait dit Gisèle Weichenbadur, si vous vous rappelez, si je remets exactement la même citation, pour nous rappeler qu'en fait, nous sommes dans une société actuellement où les enfants de dominance hémisphérique droite ou plutôt peut-être intuitive, il faudrait dire. Donc, ça veut dire que les circuits intuitifs sont davantage sollicités, empruntés. L'information emprunte davantage les circuits intuitifs au détriment, du coup, des circuits conscients. Donc, je vous remets cette citation juste pour ceux qui sont arrivés un petit peu après. Alors, la question, quand on découvre le constat sociétal de Gisèle Weichenbadur, et puis quand on comprend le fonctionnement des circuits, du traitement de l'information, du circuit de la parole, du circuit de l'information, pardon, eh bien, on peut se poser la question, est-ce que notre société sollicite un hémisphère plus qu'un autre? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, les générations actuelles aient un hémisphère droit qui est dominant, ou on pourrait dire un hémisphère intuitif qui est dominant? Comment ça se fait? Je ne vais pas pouvoir développer cette question de manière approfondie parce que ça prendrait toute une journée, mais simplement, je vais vous poser quelques questions et je donnerai quelques pistes pour qu'on puisse répondre à cette question. Est-ce que c'est possible? La réponse, elle est oui, évidemment. Et j'en veux pour preuve, par exemple, les méthodes d'apprentissage de la lecture, de l'écriture, qui sont aujourd'hui répandues en Occident. Méthode d'apprentissage de la lecture et d'écriture, la plus répandue aujourd'hui en Occident, c'est la méthode semi-globale, qui est en fait une méthode globale, ni plus ni moins. Même si aujourd'hui à l'école, il y a des enseignants aujourd'hui qui ne disent plus qu'ils font de semi-global. D'ailleurs, on ne parle plus de semi-global dans le jargon de certains enseignants. Ça dépend des enseignants, ça dépend des milieux, ça dépend de plein de choses, si c'est du privé, si c'est du public. C'est assez variable. Mais toutes les méthodes qui sont employées aujourd'hui à 9 fois sur 10 en tout cas, sont des méthodes de l'ordre de la méthode globale. Et la méthode globale, c'est une approche intuitive, c'est une approche réflexe, visuelle. On n'est pas sur l'analyse, on n'est pas sur l'observation, on n'est pas sur le détail, on n'est pas sur le sens. Deuxième, alors juste, là je vais aborder des questions sur lesquelles peut-être vous auriez envie d'approfondir, etc. Je suis désolé, mais ce ne sera pas possible de discuter sur la question de la méthode globale, semi-globale, alphabétique, phonimique, etc. Je suis dans un week-end d'ailleurs de visio où je développe des conférences et voilà, il y a eu des conférences là-dessus. Si jamais ça vous intéresse, eh bien, voilà, soit reprenez contact avec moi, soit allez voir en ligne pour les replays que je proposerai par rapport à ça. Mais c'est pour dire que je ne peux pas développer ça maintenant, c'est trop long. Autre question, à quel âge la lecture silencieuse est-elle imposée dans les programmes officiels? Je ne sais pas si vous savez, mais en CE1, la lecture est imposée dans les programmes officiels. C'est-à-dire qu'à partir du CE1, les enfants doivent lire en silence. Or, nous venons de montrer que la verbalisation doit être absolument priorisée pour favoriser les circuits conscients. Et ce, jusqu'à environ l'âge de 10 ans. Donc, on est au moins 3 ans trop tôt. Autre question que je peux poser, c'est quelle est la pratique pédagogique la plus répandue en maternelle? S'il y a une pratique pédagogique d'un point de vue d'apprentissage, je parle des apprentissages fondamentaux, lecture, écriture, calcul, s'il y a une pratique pédagogique qui est répandue en maternelle dans quasiment toutes les écoles, même hors contrat, même parfois alternatives, ça dépend de l'approche, mais en tout cas dans les écoles, on va dire traditionnelles, eh bien, c'est d'apprendre à écrire son prénom. À quel âge? Environ 4 ans, en moyenne section. Entre la petite et la fin de la moyenne section, quasiment tous les enfants français qui fréquentent des écoles traditionnelles, des écoles classiques, hein. Quand je dis traditionnelles, il n'y a pas d'aspect religieux ou autre, hein. Je parle d'une école classique, une école publique ou privée sous contrat, voilà, eh bien, va apprendre à un enfant à écrire son prénom. Et pourtant, écrire son prénom, c'est une démarche qui relève de l'intuitif. Pas le temps de développer, mais c'est une réalité. J'ai fait une faute d'orthographe pour la 4e question. Quel est le canal sensoriel? Parce qu'au départ, je voulais mettre la perception, mais je préférais mettre canal. Donc, QEL, quel est le canal sensoriel le plus emprunté aujourd'hui? Oh, je suis sûr que vous avez tous en tête le canal visuel.
le canal visuel est le canal le plus emprunté aujourd'hui. Le canal visuel est le canal qui sollicite une des perceptions qui n'est pas une perception sensorielle, mais différente, c'est la perception spatiale, c'est l'espace. Le canal visuel sollicite davantage l'espace. Donc, rappelez-vous, circuit réflexe à commande externe se situe dans l'espace. Encore une question. Qu'est-ce qui prend le plus de place dans les livres pour enfants aujourd'hui? Si vous ouvrez un livre pour enfants aujourd'hui, qu'est-ce qui prend le plus de place? L'image, le visuel, le spatial. Une fois de plus, nous sommes dans l'intuitif. Je n'ai pas évoqué non plus la bande dessinée, tiens, par hasard. Quel est l'outil le plus manipulé dans notre société actuelle? Quel est l'objet que nous manipulons le plus dans notre société actuelle? Parce que c'est ce que nous sommes en train d'utiliser là maintenant, c'est les écrans. Aujourd'hui, l'objet le plus manipulé, l'outil le plus manipulé dans notre société actuelle, c'est l'écran. On est encore sur quelque chose de visuel, on est encore sur de l'image. Et j'en arrive à la toute dernière question qui est en lien direct. Quelle est la caractéristique principale des écrans aujourd'hui? Si les téléphones, les smartphones se surpassent les uns les autres, c'est en termes d'intuitivité, justement. Plus c'est intuitif, plus c'est intuitif et plus c'est efficace en termes de vente, plus c'est recherché. On ne voudrait pas aujourd'hui d'un téléphone où il faudrait lire 15 pages de notices. C'est une réalité, c'est un fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je me suis permis de faire ce constat, de prolonger le constat sociétal que Ghislaine Wettstein-Badour faisait sur la dominance hémisphérique. Je me suis permis de le prolonger et d'en arriver à cette conclusion que nos pratiques pédagogiques, culturelles, éducatives, eh bien, alimentent une culture du silence, beaucoup en lien avec l'image, c'est vrai, et une culture intuitive. Or, aujourd'hui, on sait par le fonctionnement neurologique, on sait par les neurosciences que la parole, elle est déterminante dans la construction des apprentissages, puisque construire des apprentissages en sollicitant des circuits conscients va permettre de développer ou de faire appel à un certain nombre de facultés essentielles, fondamentales, pour pouvoir entrer facilement dans l'apprentissage. Voilà pour cette partie. Je terminerai juste en disant que ces cultures-là du silence, ces cultures de l'intuitivité, je ne parle pas de l'intuition, c'est différent, ces cultures de l'intuitivité affectent une chose en particulier, notre couteau suisse cérébral, ce qui nous permet de rentrer dans les apprentissages en général. C'est quoi ce qui nous permet de rentrer dans les apprentissages? Ce sont les fonctions cognitives. C'est notre couteau suisse cérébral, c'est tout un puzzle où tout est interconnecté. Et sans la motricité, sans les perceptions sensorielles, sans l'attention, sans le langage, sans les fonctions exécutives, sans les mémoires, eh bien, nous ne pouvons pas rentrer dans la vie. Nous ne pouvons pas rentrer dans l'apprentissage. Nous ne pouvons pas développer notre potentiel. Je peux les remettre, si vous voulez, les 6, motricité, perception, attention. Ça, c'est celle qui termine, celle du haut. Et puis, langage, fonction exécutive et mémoire. Voilà de quoi nous avons besoin. Et les cultures actuelles, ambiantes, eh bien, affectent ces fonctions cognitives. Voilà, je ne vais pas plus loin dans la théorie parce qu'on pourrait y passer beaucoup de temps. Ce n'est pas le seul but de cet atelier, même si c'est nécessaire pour vous expliquer sur quoi est fondée la rééducation. Elle est fondée sur 3 choses et c'est pour ça que j'appelle ça une approche holistique. Elle est fondée sur le cognitif, l'aspect pédagogie de la parole, mais pas que, le corps et le cœur. Et l'objectif, quelle que soit l'inspiration théorique et le support, ce sera de redonner la priorité au circuit conscient. Vraiment reconstruire, reconstruire la priorité au circuit conscient. Donc, d'un point de vue cognitif, la pédagogie de la parole, je viens de vous la présenter, voilà la base théorique et scientifique. La pédagogie de la parole, je n'ai pas évoqué jusque-là, mais elle s'appuie sur un certain nombre d'ouvrages et donc de personnes qui ont travaillé, de pédagogues, scientifiques, etc. J'en cite les 3 qui sont les fondamentaux en pédagogie de la parole. Elisabeth Nuyts avec la logopédagogie qu'elle a développée,
Elle a écrit un bouquin qui s'appelle L'école des illusionnistes. Ghislaine Wettstein-Badour, pédiatre, je l'ai évoqué tout à l'heure, et Stanislas Dehaene, que vous connaissez peut-être de nom aussi, psychologue cognitiviste, ultra contemporain, puisqu'il est encore très, très actif aujourd'hui, et qui est notamment s'est beaucoup intéressé à la question de la lecture. Donc voilà, Nitz, Wettstein-Badour, et puis Dehaene. L'autre appui théorique et scientifique, c'est les fonctions cognitives, et c'est toute la connaissance qu'on a aujourd'hui sur les fonctions cognitives. Et la rééducation est basée sur, le programme de la rééducation est basé sur ces 6 fonctions cognitives. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, et je vais passer à la suite, on aura l'occasion d'y revenir. Le corps aussi, eh bien, avec bien sûr le Brain Gym, c'est pas pour rien qu'on se trouve dans le congrès Brain Gym France actuellement. Et l'éducation donc, kinesthésique au sens large, les neurobales, alors qui sortent du champ d'éducation kinesthésique, mais qui sont totalement en lien avec le mouvement et le corps. Alors il y a plusieurs approches des neurobales. Alors ça s'appelle la balle C+, ça s'appelle la brain ball, ça s'appelle la neuroludo, ça s'appelle ci, ça s'appelle ça. Peu importe, en tout cas, le mouvement par ces balles qui rebondissent, qui font du bruit, qui créent un rythme, et qui vont favoriser la coordination, etc. Je ne me tale pas plus là-dessus. Donc, dans la rééducation, j'ai intégré aussi cet outil-là. Et puis, le cœur, c'est un aspect important de notre individu aussi, et notamment avec un éclairage que j'affectionne particulièrement, la discipline positive en termes de posture éducative, qui associe la fermeté et la bienveillance. Et ça, la discipline positive va surtout être un outil. Je ne suis pas psychologue, je ne vais pas être dans une démarche de cet ordre-là, mais je vais utiliser les outils de la discipline positive pour mettre le cadre de travail et pour encourager, pour permettre à l'enfant d'aller plus loin et de progresser, au-delà des aspects plutôt cognitifs que j'utilise en lien avec la pédagogie de la parole. Voilà, j'en viens à l'aspect ludique parce que pour moi, c'est très important. Je garde toujours en tête cette phrase de Michel Lobreau, qui est un psychopédagogue et qui dit que le plaisir, c'est le moteur de l'apprentissage. Donc, à mon sens, pour qu'une approche rééducationnelle soit efficace et porte du fruit, eh bien, il faut qu'il y ait du plaisir, il faut que l'apprenant ait du plaisir. Et donc, j'ai développé une approche multisensorielle et ludique qui correspond donc autant aux enfants de 5, 6 ans, à partir de 5-6 ans selon pour certains outils, jusqu'aux personnes qui vont avoir 70 ans. J'ai des personnes de 50 ans qui viennent pour différentes problématiques. Voilà, là, du coup, tout le monde s'y retrouve. Le côté ludique est aussi traduit, et ça pour moi c'est très important, par le nom que j'ai donné aux activités. Donc quand on se forme en rééducation, eh bien, on découvre un certain nombre d'outils qui sont appelés des activités, et chaque activité a tout simplement un nom. Et rien que le nom pour moi est important parce qu'il traduit aussi dans quel état d'esprit on travaille. Donc voilà, des noms plus ou moins sur des jeux de mots qui sont là pour rappeler toujours à l'accompagnant qu'on est là pour prendre du plaisir. Et ce que dit Paul Denison très bien, c'est que c'est pas obligé que le travail ce soit difficile. C'est pas obligé que apprendre ce soit compliqué. Ça doit être agréable. Voilà. Et le côté aussi ludique est aussi traduit par le matériel. Le matériel en lui-même aussi se veut ludique. Il y a plusieurs, vous pouvez voir, le disque tricolore, une sorte de tangram, mais ce n'est pas un tangram. Et surtout dans l'utilisation, il ne s'utilise pas du tout comme un tangram. On utilise des petites baguettes, des animaux en plastique, de lutte en bois, avec les billes, avec le toucher, etc. Des phrases loufoques, des cartes d'action. Enfin voilà, ce ne sont que des outils qui plaisent aux enfants. Voilà pour l'aspect ludique. Je ne passe pas plus de temps. Et si jamais un jour vous vous intéressez à la rééducation, eh bien vous aurez l'occasion d'aller plus loin dans cette découverte du matériel. Maintenant, la place de l'éducation kinesthésique, du brain gym dans la rééducation. Il y a 3 éléments. Le premier, c'est que je commence toutes mes séances par le CAP. C'est aujourd'hui pas possible pour moi de commencer une séance d'accompagnement individuel ou de groupe sans faire le CAP. Ça, c'est quelque chose d'important. Ensuite, il m'arrive régulièrement de commencer par un mouvement de brain gym pour préparer une des activités, par exemple de celles que j'ai listées. Il y en a plus que ça, mais voilà, je vous ai montré une liste. Un mouvement de brain gym pour préparer. Alors ça, c'est vraiment en fonction de l'activité. C'est pas toujours le même si en formation, je vais donner un mouvement en particulier en lien avec une activité.
Et puis le dernier élément, eh bien, c'est que je vais inclure, je vais pas juste préparer une activité par un mouvement, dans l'activité, je vais inclure des mouvements de brain gym ou de vision gym dans le processus de reconstruction des circuits conscients. Que je vais m'appuyer sur le brain gym pour renforcer l'efficacité des outils que je peux proposer, pour qu'il y ait vraiment une synergie qui se passe entre les outils de la pédagogie de la parole et puis les outils des mouvements de brain gym. Et c'est ce que je vous propose d'expérimenter maintenant, dans le quart d'heure qui nous reste, d'expérimenter une activité qui est l'activité, la première activité que je pratique généralement quand je fais un accompagnement en rééducation. Je termine simplement pour vous dire que la rééducation, c'est 4 thématiques: pratique de base multisensorielle, lecture, écriture, langage, mémorisation et stratégie, et concentration et mouvement. Et si vous regardez, en fait, on retrouve les 6 fonctions cognitives, en fait, que j'ai évoquées en introduction. On les retrouve toutes là-dedans. Et ces 4 thématiques, je les aborde soit en session intégrale, c'est le cadre jaune, c'est la partie la plus complète, pour notamment si on veut devenir accompagnant en rééducation, ou pour des enseignants qui veulent vraiment avoir tous les éléments. Et sinon, j'ai fait des sessions clés en main qui sont du coup des journées. Au lieu d'avoir 2 jours ou 3 jours, on n'a qu'une journée et on découvre quelques outils de chaque thématique. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Oui, non, je voulais juste vous dire que j'ai aussi, tout récemment, je n'ai pas pu le lancer officiellement parce qu'il y a eu le confinement et ça a tout mis en l'air, mais voilà, j'ai lancé un coffret pédagogique, enfin des coffrets pédagogiques. Au moment, il n'y a que le premier qui est vraiment mis en place. C'est le coffret Multisens qui reprend en fait la pratique de base multisensorielle. Il y a dedans 4 activités parmi les 6 que je développe en pratique de base. Et le but, c'est de le rendre accessible pour les parents, pour qu'ils puissent facilement faire ce genre de continu avec leur enfant, utiliser le Discricolor, utiliser les animaux et reconstruire chez eux sous forme d'activités ludiques les perceptions sensorielles et tous les circuits d'apprentissage conscient.